Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 7e étape du Tour d'Italie. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée. On parlera notamment des coureurs au top, des bonnets d'âne. Dans les bonnets d'âne, il y aura une sorte de bilan des Français. Il n'y aura pas forcément un bilan des Français du côté de cette 7e étape du Tour d'Italie. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire bien qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Je remercie les gens qui font cet effort. Et puis vous pouvez également, pour me soutenir, cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures, juste après la mise en ligne des différentes vidéos. Et ça permet également d'améliorer leur visibilité sur YouTube. Allez, on commence tout de suite par cette 7e étape. Bon, ça a été une journée qui, dans la majorité, n'a pas été extrêmement passionnante. Alors moi, je ne m'attendais pas forcément à la victoire d'un leader, hein. Je vous en avais parlé ce matin. Je pensais plutôt à la victoire d'une échappée. Déjà parce que les dernières fois, sur le Tour d'Italie, on avait plutôt eu, sur les premières étapes de montagne, des victoires des échappées, parce que j'avais dit que la montée finale, je voyais difficilement comment on arriverait à faire des écarts de loin. Et le parcours proposé sur cette journée avec ces temps de transition me paraissait pas forcément hyper intéressant pour aller jouer une victoire d'étape. Et pour moi, la victoire d'étape avait peu d'intérêt de faire autant d'efforts pour aller chercher la victoire d'étape. Mais on a plutôt bien filtré l'échappée. Alors même si on avait des bons noms, je pense notamment à Ascaroni et Nicolas Prodhomme. C'est vrai qu'on a réussi à limiter quand même l'avance de cette échappée au grand maximum 4 minutes, 4 minutes 30. Et en gros, le fait que cette échappée n'ait pas beaucoup d'avance, ça a permis notamment avec un bon travail de la Bora. Je pense qu'on a vu aussi pas mal l'équipe Lidl également pas mal roulé. On sentait que Pedersen notamment voulait rendre l'appareil à Ciccone. Ça c'était, je pense, le réel objectif. Et ce qui fait qu'on n'a jamais eu beaucoup d'avance du côté de cette échappée, avec le travail de Moscon pour limiter l'écart à 3 minutes 30, on va dire, un grand maximum. Et ensuite le travail qu'a fait Danoulle, qu'ont fait Pedersen, notamment même Vacek, pour revenir sur l'échappée et rouler à grande vitesse. Donc l'échappée a pu espérer un petit moment. Je dirais quand l'écart était aux alentours de 4 minutes, l'écart était remonté, on était passé de 3,30 à 4 minutes. Mais je pense qu'on ne s'est pas super bien entendu dans cette échappée. J'avais l'impression qu'il y avait quand même des éléments qui passaient pas énormément de relais. Et puis surtout, ça manquait un peu de main d'œuvre. À 7, c'est sûr que ça aurait été mieux d'être 12, 15 coureurs. Je pense que ça, c'était peut-être un bon chiffre pour gérer notamment ces phases de transition, ces phases de plat. Et là, on voit très bien que on manquait de monde dans toutes ces phases de plat. Et c'est là où notamment la Lidl Trek a su faire la différence, a su revenir. Bien entendu, le moment fort de la journée côté français, c'est cette double chute de Romain Bardet et de David Gaudu. Les nouvelles ne sont... les nouvelles après les interviews de la course ne sont pas bonnes. On verra si demain matin ou dans la soirée nous aurons des nouvelles un peu meilleures, mais pour le moment c'est quand même pas idéal. Et puis dans le final on a eu un rouleau compresseur, notamment la Ineos, alors qu'elle a beaucoup roulé sans forcément qu'il y ait beaucoup d'intérêt géré pour Arensman, mais pour Bernal ça a plutôt bien marché. Un gros tempo de la Ineos qui fait qu'il n'y a pas eu vraiment d'attaque dans cette phase à 4-5% de pourcentage moyen. Et ensuite, dans les 3 derniers kilomètres, on a bien eu une attaque de Ciccone, une accélération un petit peu de Bernal. On a compris assez vite qu'on aurait du mal à faire la différence, surtout que le vent semblait légèrement défavorable dans cette montée finale, ce qui fait qu'on a eu... alors, pas véritablement un sprint, on a eu l'attaque d'Ayuso à 500 mètres, mais tout s'est joué dans le dernier kilomètre. Et auparavant, on n'a pas forcément eu un énorme spectacle du côté de cette étape.
Après, c'est une demi-surprise, hein, qui n'est pas un énorme spectacle, vu les temps de transition entre chaque montée, ce qui aurait peut-être permis d'avoir un peu plus de spectacle, c'est d'avoir une échappée. Mais même là, dans ce genre de cas, on aurait peut-être pu avoir un Woodpulse qui partait de loin. Bon là, si on prenait l'échappée du jour, on aurait peut-être pu avoir un Scaroni, un Prodhomme qui partait de loin. Donc c'était pas forcément... Enfin voilà, on n'aurait peut-être pas eu beaucoup plus de spectacles non plus. On pouvait s'y attendre. On le sait, hein, encore une fois, les vraies bonnes étapes de montagne, et encore, on peut appeler ça bonnes étapes de montagne, mais les grosses étapes de montagne, elles arrivent seulement en troisième semaine. Hein. On n'aura pas forcément énormément de spectacles avant cette troisième semaine, ce qui fait qu'on a un début de Giro, encore une fois, mollasson, hein, comme je le disais hier. Bon, je dirais que sur l'étape du jour, on était un petit peu sur la même dynamique parce que si on enlève le côté peut-être un peu franco-français qui fait qu'on regarde peut-être un peu plus certains coureurs, et encore j'essaie d'éviter ce côté chauvin, et qui fait que bon, la chute de Bardet et de Gaudu, elle a un impact. Bardet déjà, on ne sait pas quel était véritablement son rôle parce qu'il avait plutôt tendance à placer Max Poul du côté de David Gaudu. Bon, il avait quand même perdu pas mal de temps sur le premier contre-la-montre. Voilà, c'était pas forcément un contre-la-montre inaugural, enfin qui avait lieu le 10e jour, mais le premier contre-la-montre n'avait pas forcément été à l'avantage de David Gaudu. On verra maintenant ce que ça va donner pour la suite. Autant Bardet a perdu beaucoup de temps, autant Gaudu a réussi à limiter la casse, mais il faudra récupérer de cette chute. Et autant vous dire que l'étape des chemins blancs qui aura lieu dimanche va pas être à son avantage s'il a du mal à tenir correctement son guidon, et surtout qu'il est déjà tombé cette année lors d'Estrade Bianche. Note de l'étape, j'ai mis 7 sur 20. Elle ne m'a pas emballé cette journée plus que ça. Voilà, j'ai pas pris énormément de plaisir, que ça soit à la regarder en direct à la télévision ou à la suivre en début de journée sur le live de Pro Cycling Stats, ce que je fais assez régulièrement. Là, je considère que sur cette étape-là, ouais, ça ne mérite pas plus qu'un 7 sur 20. Et je pense que même 7 sur 20, je suis peut-être un peu généreux du côté de cette étape. Bah, tout simplement parce que voilà, le parcours n'était pas suffisant. On le dit toujours, ce sont les coureurs qui font la course. Ok, mais il faut quand même qu'il y ait un parcours un minimum intéressant pour eux. Là, très clairement, aujourd'hui, le parcours ne permettait pas de faire beaucoup mieux en termes de spectacle. Et c'est un petit peu dommageable parce que c'est vrai que ces dernières années, la première étape de montagne du Giro, elle a souvent un parcours qui n'est pas terrible. Et bon, ça se poursuit encore cette année. Ça serait bien peut-être d'avoir des étapes un peu plus musclées en début de course, parce qu'on se dit que c'est ça qui peut vraiment peut-être amener du spectacle et du suspense ensuite derrière. Bon, là, on n'aura que le suspense, pas véritablement le spectacle pour le moment. Donc voilà, note de l'étape 7 sur 20 du côté de cette journée du Tour d'Italie. Et donc pas de bilan des Bleus, donc on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Le premier coureur au top, et c'est Juan Ayuso, parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas dire the, qu'il fallait plutôt dire ce pour le S en espagnol. Je rappelle, j'ai fait allemand et LV2. J'ai fait anglais et allemand, et pas un très très bon niveau. Et j'ai pas du tout fait espagnol dans les langues. Ouais, c'est une bonne journée pour Ayuso, parce que déjà UAE, ils ont très peu utilisé d'équipiers aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a vu Moscone, on a vu quelques coureurs de la Red Bull Bora, on a surtout vu la Lidl Trek, on a beaucoup vu Ineos, on a vu également la Bahreïn. Par contre, UAE, ils se mettent devant 1,8 km de l'arrivée. En gros, on ne les a pas vus avant ce dernier kilomètre 800 dans le final de l'étape. Ça veut dire que contrairement à d'habitude où ils ont tendance à vraiment vouloir contrôler entièrement la course, je pense qu'ils ont été beaucoup plus pragmatiques aujourd'hui et ils ont plutôt attendu que ce soit les autres qui fassent l'effort, et surtout ils se sont aperçus qu'on leur demandait pas de compte. Donc ça c'était l'idéal pour eux. Et puis après Ayuso a très bien joué dans le final. Il a fait du très très bon boulot du côté du coureur espagnol. Il sort parce qu'il voit qu'il n'a pas tout de suite Roglic dans la roue, donc il a fait preuve d'intelligence. Ensuite il arrive très vite à faire une cassure parce que on voit que techniquement quand même Roglic, Ayuso
sont quand même un petit peu au-dessus de la concurrence et pour le moment, tant qu'ils n'auront pas de gros problèmes, je pense que ça sera quand même dur de matcher avec eux. Et Ayuso, il a montré que voilà, il était costaud, il a fait l'écart. C'est plutôt bien pour lui parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, notamment sur les dernières courses avant ce Tour d'Italie, c'était plutôt Roglic qui avait pris l'avantage sur le coureur espagnol. Mais il a remontré ses qualités de puncher. À chaque fois, vous savez que je le compare à Contador, mais parce qu'il a les mêmes qualités que Contador. Contador avait des qualités de punch. C'est juste que, notamment sur les classiques ardennaises, il a toujours eu des problèmes d'allergie assez importantes et que c'était pas sa priorité et qu'on était dans une période où le cyclisme c'était de l'hyper-domination et c'était surtout de l'hyper-spécialisation. Donc les mecs qui faisaient les courses ardennaises, ils n'étaient pas forcément bons sur les grosses épreuves de montagne, ou ils n'étaient pas les meilleurs sur les grosses épreuves de montagne, et les grimpeurs du Tour de France n'étaient pas forcément les meilleurs sur les ardennaises. Tout le monde était hyper spécialisé dans un domaine, et c'est différent aujourd'hui, notamment avec ce qu'ont démontré Sagan, Van Aert et autres, d'avoir des coureurs un peu moins purs spécialistes et d'avoir des coureurs qui soient beaucoup plus polyvalents. Du côté de Ayuso, donc c'est bien la manière dont il a couru, parce que je trouve qu'il a été intelligent et je trouve que la UAE a été très intelligente dans sa manière de faire. Ce que je trouve également qui est intéressant pour Ayuso dans cette victoire, c'est qu'on sait qu'il y a, je dirais pas une guéguerre, mais on sait très bien que entre Yates et Ayuso, c'est pas le grand amour, et que Ayuso veut montrer, et Yates aussi veut montrer, que chacun est meilleur que l'autre. C'est un peu ça dans l'idée. Et là, cette victoire-là aujourd'hui, elle montre à Yates que c'est moi le numéro 1, toi t'es le numéro 2. Ok, tu seras numéro 1 seulement si j'ai des problèmes, mais tu seras mon lieutenant. Ça montre ça aujourd'hui, et je pense que autant Roglic n'avait pas forcément un réel intérêt à gagner cette étape, autant Ayuso, il y avait un intérêt pour lui, c'est de montrer à un de ses adversaires directs, qui est dans la même formation que lui, regarde, je t'ai battu, je suis le numéro 1, on était à armes égales aujourd'hui, et je t'ai battu, moi je suis le numéro 1, toi tu es le numéro 2, ça va aider également dans la manière de gérer la hiérarchie dans l'équipe, mais ça va aider également pour les équipiers. Maintenant, ils savent qui ils doivent écouter en premier. Le mec qu'ils doivent écouter en premier, c'est Ayuso, c'est pas Yates. Et on sait que dans les propos dans la presse qu'avait dit Adam Yates, qui se préparait spécialement pour le Giro, qui serait prêt en temps voulu. Bon, il est mieux que sur d'autres épreuves, mais Ayuso, c'est pas un peintre non plus. Et il a l'air d'avoir pour le moment une bonne condition physique. Alors, est-ce que ça tiendra sur 3 semaines ? On l'a vu, il l'a déjà fait, Ayuso, mais là, ça peut être peut-être un peu plus une interrogation. Mais oui, là, je pense que cette victoire, elle va être importante, surtout dans la hiérarchie de l'équipe, parce qu'en gros, il n'a pas pris énormément d'avance sur ses adversaires. J'ai pas eu l'impression à l'arrivée que Roglic était en dépression, mais Yates doit l'avoir un peu mauvaise ce soir, encore une fois, dans cette hiérarchie d'équipe, où là, Ayuso, il a montré qu'on pouvait lui faire confiance en tant que numéro 1, qui serait certainement le numéro 1 de l'équipe sur ce Tour d'Italie, sauf gros problème. Deuxième, Egan Bernal. Oui, alors j'ai pas forcément apprécié plus que ça la stratégie de la Ineos de rouler énormément. Après, ils sont revenus, j'ai envie de dire, à leur classique, c'est-à-dire de rouler énormément. Hier, ils avaient tenté des choses pas forcément hyper efficaces, de rouler sur un mec qui était dans l'échappée, alors que c'était une belle échappée hier. Il y avait 7-8 coureurs. Et on se dit que peut-être qu'à 7-8 coureurs, vu le scénario de la course derrière avec la neutralisation, ça aurait pu aller chercher la victoire d'étape, au lieu de se courir les uns derrière les autres, comme ce qui a été le cas hier du côté de la Ineos. Mais là aujourd'hui, on a retrouvé le fameux rouleau compresseur Ineos avec un gros travail notamment de Jonathan Castroviejo. Et derrière, autant à Rensman, ça reste encore un peu poussif, mais
j'ai envie de dire que c'est habituel du côté du néerlandais, autant Bernal pour le moment fait du bon boulot, et notamment encore sur cette étape où il fait encore un très très bon résultat, Egan Bernal, avec cette troisième place qui est satisfaisant, surtout parce que c'est vrai que on l'a vu attaquer un petit peu à un moment, contrer, j'ai envie de dire, plutôt l'accélération qu'avait réalisé Ciccone. Bon, il a retrouvé un peu de punch, parce que ça aussi, c'est ce qu'on pouvait un petit peu lui reprocher depuis quelques temps. Ça arrive quand même après 7 jours de course. Alors certes, cette étape où il y a eu un trou entre ces 7 étapes, mais quand même, voilà, ça arrive en fin de première semaine. On sait que c'est toujours la première semaine qui est la plus longue, souvent en termes de kilométrage, donc ça c'est plutôt intéressant. Parce que je disais que Bernal il avait quand même du mal à enchaîner un petit peu les bonnes performances d'affilée. C'était ça son problème l'an dernier notamment, c'est que l'an dernier il arrivait à être bon un jour, 2 jours, mais au-delà de 2, 3 jours d'affilée, c'était compliqué, et sur un grand tour, c'est ce qu'il faut réussir à faire, c'est-à-dire être au top sur des périodes comme ça de 3, 4, 5 jours d'affilée. Et c'est là où est la grande interrogation du côté de Bernal, qui a encore une fois répété qu'il avait fait une préparation spéciale pour ce Tour d'Italie pour être au top. Et puis là surtout, il a montré qu'il était capable d'être avec les meilleurs aujourd'hui, et ça c'est plutôt satisfaisant du côté d'Egan Bernal. Maintenant la grande interrogation, ça sera de voir s'il arrivera à réitérer ses performances en troisième semaine, sur plusieurs journées d'affilée. S'il arrive à faire ça, la troisième place sera pour lui, parce qu'il a montré des très bonnes choses. Mais pour ça, il faudra être en capacité de réitérer ses performances plusieurs jours d'affilée. Et ça sera le gros travail de Bernal. Et puis là aussi, en termes de hiérarchie dans l'équipe, Arendsman, je rappelle, a perdu une 30 le premier jour, puis on finit à une quinzaine, vingtaine de secondes sur le contre-la-montre. Arendsman a 2 minutes, quand Bernal, quant à lui, est beaucoup mieux dans le classement général, vu qu'il est à 46 secondes. Donc il est plutôt bien positionné pour le moment, Bernal. Bon, il est dans le top 15, mais je rappelle que c'est encore très serré et qu'on peut avoir des doutes quand même sur la capacité de Max Poole, McNulty, Vachek notamment, voire même Del Toro à rester dans ce top 10. Donc c'est-à-dire que Egan Bernal peut encore gagner des positions. Et ça c'est plutôt intéressant pour le Colombien, cette première semaine de compétition qui est tout à fait intéressante pour lui. Moi voilà, j'ai bien aimé ce que j'ai vu aujourd'hui du côté d'Egan Bernal. Puis je termine avec Roglic. Oui, aujourd'hui il gagne pas Primoz Roglic. Déjà il n'est pas tombé, ça fait depuis 2 jours qu'il évite les chutes, ça c'est plutôt une bonne nouvelle du côté du Slovène. Mais pour un mec qui fait 4 à l'arrivée de l'étape, j'avais pas l'impression qu'il soit en dépression quoi. Quand vous regardez les images juste après l'arrivée avec ses équipiers, je pense qu'un Roglic qui n'aurait pas été dans le tempo, il aurait plus fait la gueule que ça. Je me demande même si c'était pas un coup stratégique, on va dire, de laisser l'avantage à un autre coureur, parce que je pense vraiment Roglic, il veut prendre le maillot au dernier moment. Encore une fois, le Tour 2020 est resté un petit peu dans sa mémoire. Alors pas de chance pour lui, c'est qu'Ayuso a pas pris assez de secondes d'avance par rapport à Roglic. Et je crois que très clairement, si aujourd'hui il n'avait pas eu le maillot rose, ça n'aurait pas été un problème pour lui, pour Primoz Roglic, parce que, encore une fois, je crois que son objectif est surtout la troisième semaine. Il veut récupérer le maillot le plus tard possible et éviter, encore une fois, le Tour de France 2020 où il avait récupéré le maillot jaune assez tôt. Et on sait qu'il avait vraiment souffert physiquement, et notamment au niveau fraîcheur mentale sur la fin, et notamment le fameux contre-la-montre face à Pogačar, du côté de la super planche des belles filles, qui lui avait coûté très cher. C'était la planche des belles filles, peut-être pas la super planche, même ce coup-là, je ne sais plus. Du côté de Primoz Roglic, et bon, là je pense qu'aujourd'hui il aurait même préféré que ça soit Ayuso qui ait le maillot rose, pour essayer de fatiguer un petit peu la UAE, parce que je rappelle que du côté de la Red Bull, hier on a quand même perdu un coureur important qui était Jane Lay,
Primož Roglič, il a bien répété ce matin en interview que c'était un coureur important dans la stratégie du collectif de la Red Bull Bora Hansgrohe et que c'était pas forcément une bonne chose d'avoir ce coureur en moins. Donc l'idée d'avoir le maillot rose, voilà, il aurait préféré, je pense, que Ayuso le récupère ou qu'un autre coureur le récupère. Ça sera peut-être le cas demain ou alors de l'étape des chemins blancs. Ensuite, ça sera compliqué parce qu'il y aura le contre-la-montre et qu'on aura déjà des coureurs assez loin. Je pense qu'on aura peu de coureurs qui seront encore à moins de 4-5 minutes pour aller récupérer un maillot. Donc là, ça sera un petit peu plus le souci, mais je pense très clairement que Roglič, si demain il peut se débarrasser du maillot, il n'hésitera pas à se débarrasser du maillot. Il aurait bien aimé peut-être aujourd'hui même. Mais ouais, l'accélération de Ayuso, bon voilà, tu vois, quand il accélère, il n'est pas totalement dans la roue. Et moi, je me dis que ce mauvais placement, c'était peut-être pour objectif de ne pas récupérer le maillot rose et de le laisser à Ayuso. Il savait qu'il avait un petit pécule d'avance. Voilà, laisser le maillot à Ayuso, ça l'aurait peut-être été plus intéressant pour Roglič et le récupérer après le contre-la-montre individuel. Voire même un petit peu après, là ça serait vraiment l'idéal pour le Slovène. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. On commence du côté des bonnets d'âne avec les Français. Certes, on a eu une belle échappée avec Nicolas Prudhomme que j'avais pas mis dans les échappées ce matin quand j'avais fait la présentation hier. Mais ça faisait partie des coureurs qui étaient, on va dire, dans la shortlist. J'avais plutôt choisi Pouls que Scaroni. Mais Prudhomme faisait partie des coureurs. Je le voyais peut-être plus sur l'étape de demain du côté de Nicolas Prudhomme, ce qui fait que j'ai un peu changé mes pronostics. Oui, c'est la seule satisfaction du jour du côté des Français, Nicolas Prudhomme, parce que à la fois Gaudu et à la fois Romain Bardet sont tombés. Pas une bonne saison pour les deux. Des fois tu te dis que Romain Bardet il aurait peut-être dû prendre sa retraite l'an dernier. Parce que là, c'est vrai que depuis le début de saison, ça veut pas. Là, il semblerait qu'en plus, voilà, il dit que son genou a tapé en interview à l'arrivée. Voilà ce qu'il disait Romain Bardet, qui était vraiment pas rassurant sur son genou. Selon le groupe Eto, je sens que j'ai quelque chose qui me dérange dans la rotule. J'espère que ce n'est que le coup et que ce n'est pas une question. Je vais réussir à lire, dis donc. J'espère que ce n'est que le coup et que ce n'est qu'une question de quelques jours pour que ça aille mieux. Faut faire avec. Le Giro ne fait que commencer, mais bon, c'est quand même pas l'idéal pour Romain Bardet. Après, quand vous tapez fort le genou, on le dit assez souvent, mais que ça soit au niveau du guidon ou sur certains chocs, ça peut être très 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 douloureux. Mais parfois ça peut aussi cacher quelque chose, donc il faudra faire attention. Et du côté donc de Romain Bardet, de toute manière, j'ai l'impression quand même que le leader du côté de Picnic, c'était plutôt Max Pool, parce que aujourd'hui il a placé Max Pool, mais en gros c'était l'intérêt du côté de Romain Bardet, étant donné qu'il savait qu'il ne serait pas en forme dans le final. Par contre, il y a quelques jours, quand il place également Max Pool, alors qu'il peut jouer également sa propre carte, là je pense que c'était plutôt Max Pool qui était le leader dans cette formation. Et vraiment, Romain Bardet a quand même perdu beaucoup de temps et je dirais toute chance de bien figurer, parce qu'il perd quand même 5 minutes aujourd'hui, donc ce qui est vraiment pas exceptionnel, en sachant qu'il avait déjà pas fait un super contre-la-montre du côté du français, donc voilà, pas exceptionnel. Du côté de David Gaudu, on a un peu mieux tenu la cadence, on finit à 51 secondes, donc au général du côté de David Gaudu, eh bien, on est toujours devant un Rensman. On a 1,43 de retard, donc là je dirais que c'est plutôt intéressant du côté de David Gaudu, mais qui est inquiet sur l'état de sa main. En interview, il disait qu'il est tombé et que là il va voir au niveau du tendon
il était assez inquiet voilà, du côté de David Gaudu. C'est dommage là aussi, hein, parce que il avait bien démarré à Oman et l'Estrade Bianche, l'Italie ne lui réussit pas aux Français depuis le début de saison, parce que c'est vrai qu'il enchaîne les chutes en Italie. Hein. Il y en avait eu deux, je crois, sur l'Estrade, une sur Tirreno, plus celle-là sur le Tour d'Italie. Il en est à 4 chutes depuis le début de saison. Ça fait aussi beaucoup du côté de David Gaudu. Et moi, j'ai toujours l'impression aussi que quand David Gaudu tombe, souvent il se fait mal. Parce que vous avez des coureurs qui tombent beaucoup, mais qui se font pas forcément mal, qui n'abandonnent pas forcément dans ce genre de cas, qui arrivent à s'en sortir. Lui, il tombe beaucoup et en plus, il a tendance à abandonner très régulièrement. Donc c'est vrai que ça, c'est pas forcément l'idéal, voilà, du côté de David Gaudu. J'ai pas compris aussi pourquoi on a mis autant de temps à faire attendre au moins 2 ou 3 équipiers autour de David Gaudu. Parce que ça aurait peut-être aidé également Romain Bardet à rentrer un petit peu plus vite. Mais j'ai pas compris et je pense que même Romain Bardet n'a pas foncièrement compris pourquoi on a mis autant de temps, on a attendu autant de temps avant de mettre du monde autour de David Gaudu, parce qu'il a fallu attendre quasiment 10 km, je dirais peut-être pas 10 km, mais 7-8 km, bien 7-8 km avant qu'on attende de faire redescendre des coureurs qui ont donc dû faire un contre-la-montre par équipe. Alors après, on a vu le collectif de la Groupama FDJ au service de son leader. Donc il arrive au moins à fédérer les coureurs qui sont autour de lui, hein, David Gaudu, mais c'est vrai que j'ai trouvé que ça a mis un temps fou, et on voyait bien que ça discutait énormément dans les oreillettes. Je pense que ça aurait peut-être été intéressant de laisser un coureur autour de David Gaudu, ce qui lui aurait peut-être permis aussi de redémarrer plus vite. Dans ce genre de cas, après, je trouve que du côté de David Gaudu, il arrive plutôt à limiter la perte de temps sur une journée comme celle-là. Bon voilà, il arrive à finir à 50 secondes, il a une 43 au général. Ok, c'est pas exceptionnel, mais ça aurait pu être bien pire quand vous voyez notamment Romain Bardet, qui je pense aujourd'hui a quand même perdu toute occasion de faire un bon classement général, ce qui va pas être à l'avantage de la Picnic PostNL. Alors certes, il y a eu la victoire de Casper Van Huden, mais hier, Milan Fretin fait 2 du côté de la Cofidis. En France, ça marche plutôt pas mal. En plus, du côté de la formation néerlandaise, je rappelle que Astana a repris beaucoup de points. Je crois, et même est passé devant. Et en sachant qu'Astana, en ce moment, fait un bon tour de Hongrie avec un de leurs coureurs qui est en tête du classement général de cette course. Et un Tour de Hongrie, ça permet de marquer des gros points encore au niveau UCI. Donc ouais, la Picnic PostNL serait bien inspirée d'enchaîner les résultats sur ces 3 semaines de compétition pour essayer d'éviter d'être distancé par d'autres formations dans la course au point. UCI, on fera un point là-dessus mardi prochain. Parce que vous savez que le classement a lieu tous les mardis, donc peut-être mardi prochain on essaiera de faire un point, mais ouais, j'aimerais bien faire un point la semaine prochaine de la situation au niveau du classement UCI avec cette première semaine de Giro qui sera donc prise en compte. Mais voilà, pas une bonne journée du côté des Français. Autre déception pour moi aujourd'hui, Carapaz. Ouais, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Alors, Carapaz, depuis le début de saison, je trouve que c'est pas dingue. Hein, on en avait déjà parlé. Mais là, c'était quand même une arrivée, normalement, qui convient à ses qualités. Richard Carapaz, il a quand même des qualités de puncher. Alors, même s'il est un peu moins bon puncher, je pense qu'à une époque, du côté de chez Ineos, notamment, quand il était chez Movistar ou chez Ineos, où il avait cette capacité à changer de rythme chez Ineos qui était vraiment très intéressante. Je trouve que là, c'était encore poussif aujourd'hui. Alors déjà, son équipe aux abandonnés absents, hein, parce qu'il y avait encore genre 30 mecs dans le peloton, il était tout seul. Donc forcément, pour se replacer, il a mangé un petit peu de vent, ce qui a peut-être joué lors de l'accélération. Et quand on voit Ayuso accélérer, lui, il se prend des cassures directement. Alors il arrive à finir un peu mieux que ce qu'il a commencé dans le dernier kilomètre. Mais je trouve que c'est quand même pas exceptionnel du côté de Carapaz. Donc il faudra voir dans les prochaines étapes comment ça va se passer
du côté de l'équatorien. C'est dommage puisqu'il avait fait un contre-la-montre intéressant du côté de Tirana. Mais là aujourd'hui, ouais, j'ai été déçu de son étape. Je m'attendais un peu mieux, voilà, de la part de Richard Carapaz. J'ai envie de dire que depuis le début de saison, sur ces arrivées-là, sur des bosses ou sur des efforts qui sont pas forcément extrêmement longs, parce que là, si on prend en compte que les 3 derniers kilomètres, c'était pas un effort très long, vu qu'avant c'était plutôt un écrémage par l'arrière. Là, je me dis, bon, c'est dommage. Et puis l'équipe, elle est passée à côté, hein, l'équipe EF, parce qu'il y avait encore beaucoup de monde. Il y avait encore pas mal de coureurs qui avaient des équipiers, quand Carapaz, lui, était un petit peu seul au monde. Donc dommage du côté du coureur équatorien. La Bahreïn, j'ai envie de dire qu'il nous a fait une Bahreïn. Avant, on appelait ça une Movistar. Maintenant, on appelle ça une Bahreïn. Ouais, bah, ils ont roulé, et au final, pas d'attaque. Et on peut quand même se poser des questions sur pourquoi on a roulé. Parce que Tiberi, c'est pas un puncher. Tiberi, de base, c'est un rouleur. Hein. Je rappelle, de base, c'est un rouleur de contre-la-montre. Antonio Tiberi, qui est devenu grimpeur. Mais ça veut dire que c'est un grimpeur à la Tom du Moulin. C'est un grimpeur à la Joan Almeida. C'est pas un mec qui est capable de changer de rythme énormément, Tiberi. C'est pas un mec qui a un super punch. David Gaudu a plus de punch qu'Antonio Tiberi. Donc c'est dire qu'il n'a pas énormément de punch. Pour moi, le coureur italien, et donc je ne comprends pas sur une arrivée comme celle-là, ou depuis ce matin, quand vous entendiez toutes les interviews de coureurs, que ça soit Roglic, que ça soit Ayuso, que ça soit Bernal, tout le monde disait ça va être compliqué de faire des écarts aujourd'hui. Tout le monde était assez réaliste sur la situation, donc on savait qu'on aurait du mal à se détacher, c'est-à-dire qu'on arriverait certainement avec un groupe de 20-30 coureurs. Je ne vois pas à quel moment on a pu se dire du côté de la Bahreïn qu'avec 20 ou 30 coureurs, Tiberi serait en capacité de battre Ayuso, de battre Carapaz, de battre Bernal, de battre tous ces coureurs-là, de battre Vacek. Il n'avait pas la capacité de le faire. Donc je ne vois pas pourquoi on a mis autant d'énergie pour accélérer, pour faire un tempo, pour au final ne pas avoir forcément énormément de résultats. Je pense qu'on aurait pu économiser Pello Bilbao, on aurait pu économiser également beaucoup plus Damiano Caruso ou même Zambanini, parce que quand on voit Zambanini aujourd'hui, est-ce qu'il n'était pas en capacité de faire encore top 10 ? Peut-être, hein ? Ça aurait pu être intéressant, voilà, plus intéressant que d'avoir la stratégie qu'on a eue aujourd'hui du côté de la Bahreïn, mais encore une fois, c'est assez habituel du côté de cette formation sur les grands tours, d'avoir ce genre de stratégie, de rouler, et au final, qu'il n'y ait pas d'attaque. Donc c'est pas la première fois que ça arrive du côté de cette formation, et là, bah, on l'a bien vu du côté de cette équipe. Et puis je termine avec Davide Piganzoli. Oui, petit peu décevant Piganzoli aujourd'hui. Le coureur de la Polti Visite Malta qui a perdu un petit peu de temps du côté du classement général. Davide Piganzoli, 38 secondes de perdu, il finit avec Lorenzo Fortunato, sauf que Fortunato était tombé hier. Il termine derrière Vacek, par exemple, derrière Pidcock, derrière Giulio Pellizzari, également, qui a un peu bossé pour Roglic. Donc pas forcément exceptionnel, voilà, Davide Piganzoli aujourd'hui. Après, c'est pas forcément le registre dans lequel il est le meilleur des arrivées punchy, mais voilà, sur un grand tour, ça fait partie du job également. Donc voilà, dommage un petit peu du côté de Davide Piganzoli. Allez, pour finir cette vidéo, on regarde tout de suite les différents classements. On regarde tout de suite le classement. On va remonter un petit peu de l'arrière pour vous montrer déjà les abandons du jour. On va commencer comme ça avec donc Jan Hirt qui n'a pas pris le départ, le coéquipier d'Eric G. Michel Reis également qui n'avait pas pris le départ, et puis abandon de Bram Welton. Vous voyez Carl Luis Aolar a fini dans les délais, mais ça a été quand même assez chaud avec Alexander Krieger. Ça a failli ne pas le faire du côté des délais pour ces deux coureurs, donc il faudra voir dans les jours à venir, puisque normalement je m'attendais à ce que Luis Aolar passe un peu mieux cette étape, se retrouve au moins avec le groupe d'un Casper Van Huden, et on voit qu'il est 20 minutes derrière, donc peut-être un petit truc, une petite maladie du côté de ce coureur. Vous voyez que Mats Pedersen finit à 15 minutes.
Bon, voilà, il a bien profité dans les derniers kilomètres de son maillot rose. Diction remonte du côté des leaders du classement général. Et bien celui donc qui fait la moins bonne opération, c'est Romain Bardet avec 5 minutes 09 de perdu. On retrouve ensuite Daniel Felipe Martinez qui a fait un gros travail pour Roglic à 4 minutes 36 et qui a énormément contrôlé le début d'étape. Et puis plus on remonte, bien on retrouve Mentiès à 1,19. On retrouve ensuite Nairo Quintana à 1,04, David Gaudu donc à 51 secondes, Fortunato 38 avec Piganzoli. Pidcock perd quand même 34 secondes aujourd'hui, ce qui est moins bien qu'un Wout Poels par exemple sur cette étape. On retrouve ensuite Arensman à 14 secondes avec notamment Adam Yates et Giulio Pellizzari. À 11 secondes on retrouve Rubio et Derek G. Simon Yates lui est à 8 secondes avec Storer et Max Poole, et Carapaz donc finit à 4 secondes avec Del Toro, Roglic, Ciconetti, Berry, Caruso et enfin donc victoire de Juan Ayuso. Classement général, c'est donc le Slovène qui est de nouveau maillot rose, Primoz Roglic, mais avec seulement 4 secondes d'avance sur Juan Ayuso, et Del Toro à 9 petites secondes, Tiberi 4e à 27 secondes devant Max Poole, premier français, bien David Gaudu 21e à 1 minute 43. Du côté, on n'a pas parlé de la lanterne rouge jusqu'à maintenant, et bien c'est Alexander Krieger qui est déjà à 1h34 minutes du leader. Du côté du classement de meilleur sprinter du maillot cyclamen, et bien Pedersen est toujours en tête avec énormément de points d'avance sur Tonelli. Vous avez ensuite Koy, Van Uden, Orlus, Aolar, mais vous voyez que Aolar est déjà quasiment à 100 points de Mats Pedersen, ce qui est assez impressionnant. Le classement de la montagne, lui, est dominé pour le moment par Fortunato, mais Juan Ayuso a pris donc des points de nouveau, et Paul Dobel 3e devant Del Toro, Moniquet et Manuel Tarozzi. Le meilleur jeune est donc désormais pour Juan Ayuso, devant Del Toro, Tiberi. Mais on voit que Max Poole, Vachek et Pellizzari ne sont pas très loin. Ces 6 coureurs se tiennent en 40 secondes, et donc la mauvaise opération du côté de Davide Piganzoli dans ce classement qui se retrouve à 1 minute 12. On salue quand même la performance de Martin Ciotta dans le top 10 pour le moment de ce classement, devant notamment un Marco Frigo ou encore un Zambanini ou Garofoli. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et du côté du classement par équipe, eh bien la UAE prend le pouvoir avec 4 minutes d'avance sur la Lidl Trek, Movistar à 4,16, 4,44 pour la Red Bull et Astana à 6,41. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis, eh bien, à la prochaine sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!